Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Rudy Bueno, écologue de formation reconverti dans la photo et la vidéo animalière, des outils précieux qu'il utilise pour sensibiliser le public à la protection du vivant. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors Rudy, avant de parler des différents projets sur lesquels vous travaillez actuellement, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette passion pour la nature alors même que vous avez grandi en plein cœur de Paris ? Alors ma passion, déjà, elle a commencé à l'enfance. Quand j'étais vraiment tout petit, j'allais au muséum d'histoire naturelle avec ma mère. Et je me rappelle que je faisais un inventaire des animaux que je voyais au musée. Et je pense que déjà, cet intérêt pour la nature a commencé ici. Mais c'est vrai que j'avais une déconnexion complètement folle avec le vrai monde naturel. J'ai grandi en ville, j'ai jamais appris à différencier les espèces et à connaître les espèces de chez moi. Et vers mes 10-11 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo, notamment par les films de Peter Jackson, Seigneur des Anneaux, qui m'ont révélé que en fait le monde est grand, le monde peut être complètement beau. Et je me rappelle que je me regardais les making-of et je me disais mais en fait ça c'est tourné aussi c'est tourné sur la planète quoi, c'est pas uniquement de l'image de synthèse. Et j'ai été complètement fasciné par ces films de fantasy, ces films de science-fiction qui apportaient énormément de magie à mon quotidien. Et dès que j'avais 11-12 ans, j'avais cet objectif clair, faire des films de science-fiction, être réalisateur de films de science-fiction pour vraiment créer de la magie, apporter de la magie. Et vers mes 18-19 ans, j'avais encore cet objectif, mais j'ai commencé à m'intéresser à la nature. Alors ça m'est tombé un petit peu dessus, en me baladant au bois de Vincennes, j'ai appris un petit peu à regarder dans le ciel, dans les arbres, au sol, et je me suis rendu compte qu'en fait la magie, des fois on n'avait pas forcément besoin de la créer. La magie, elle existe proche de nous, et il faut juste un petit peu ouvrir les yeux, prendre le temps, et on peut voir des espèces au comportement incroyable, aux couleurs incroyables. Et j'ai trouvé cette magie-là, en fait, dans la nature proche de chez moi. Et je me suis aussi intéressé à quelque chose qu'on retrouve dans les films de science-fiction, c'est les scénarios généralement assez dramatiques. Et quand j'ai réalisé qu'on vivait la 6e extinction de la biodiversité, quand j'ai réalisé qu'on était en train de vivre un scénario complètement invraisemblable de changement climatique, je me suis dit qu'en fait, ça avait beaucoup plus de sens pour moi que de réaliser des films de nature pour sensibiliser les gens à la protection de la planète, pour faire en sorte qu'on contrebalance ce scénario catastrophique. Et en fait, à ce moment-là, c'était une petite révélation pour moi et j'ai commencé directement à m'intéresser vraiment à la nature. Je me suis rendu compte aussi que je m'y connaissais pas bien, donc c'est pour ça que j'ai entamé des études de biologiste, d'écologue, pour vraiment avoir la capacité, la légitimité de parler de ces sujets, pour ensuite faire du documentaire animalier. Et en ville, quand on grandit en ville comme ça, quels sont les premiers sujets animaliers auxquels on s'intéresse et qui nous émerveillent ? Alors ça paraît complètement fou parce que la première photo d'oiseau que j'ai pu faire vers mes 18-19 ans, c'était une perruche à collier. Et alors c'est vrai que, pour ceux qui connaissent pas, les perruches à collier, c'est des espèces qui sont considérées comme exotiques, envahissantes, même si maintenant elles se sont vraiment intégrées dans les écosystèmes, que ce soit en Île-de-France ou même dans des grandes villes. Là, j'étais il y a pas si longtemps dans le sud de la France, il y avait aussi des perruches à collier, du côté de Cannes, de Nice, etc. Il y en a aussi. Donc c'est des espèces qui se sont complètement implantées. Alors, c'est les premières photos où j'étais content de moi. Et c'est aussi là où, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces espèces, que je me suis rendu compte qu'en fait, l'écologie, c'est une science complexe. C'est pas une science simple. C'est pas, il y a des animaux, on est content, il y a des animaux. Non, les perruches à collier, elles viennent d'un autre pays, elles volent entre guillemets la niche écologique d'autres espèces comme des espèces généralement qui sont cavicoles, etc. Donc qui vivent dans des petits trous, que ce soit les mésanges, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait c'était pas si simple et que ça méritait justement de vraiment prendre le temps de s'intéresser à la nature pour pouvoir en parler avec justesse. Mais voilà, oui, c'est vrai que les premières photos, c'était les perruches à collier. Et après, je me suis beaucoup aussi intéressé aux oiseaux d'eau, aux zones humides. J'ai beaucoup travaillé sur cette thématique-là.
Mais c'est vrai que les premières espèces, c'était les perruches à collier. Et pourquoi les perruches plus que des moineaux? Parce que mais visuellement... c'est comme ça, j'allais au bois de Vincennes avec mon appareil photo et les oiseaux les plus bruyants, les plus colorés que j'ai pu trouver au tout début, c'était les perruches à collier. Et au tout début, quand je les photographiais, même moi, je m'interloquais, je me disais, comment ça se fait que je suis en train de photographier des perruches au bois de Vincennes? Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que c'est venu. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas si simple en fait la nature. On croit que c'est juste, on va dehors et on voit des animaux. Non, en fait, c'est vraiment plus complexe que ça. Et c'est juste après que j'ai commencé des études de biologiste pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Je me suis beaucoup aussi intéressé au sujet des espèces exotiques envahissantes. J'avais lu un livre super intéressant de Jacques Tassin qui s'appelle La Grande Invasion. Et en fait, à ce moment-là, tout l'intérêt sur la complexité de la nature, la complexité du vivant, la manière dont se structurent les écosystèmes, les différentes interactions entre les espèces, ça m'a vraiment intéressé. Et voilà, j'ai fait mes études là-dedans pour vraiment connaître tout ça. Et qu'est-ce qui vous a mené du coup par la suite à la photo et à la vidéo qu'est-ce qui vous a donné envie de vous servir de ces outils pour sensibiliser? Alors la vidéo, j'en fais vraiment depuis que j'ai 10 ans. J'étais vraiment, depuis que j'ai vu Science d'Anneau, j'ai dit, j'adore la vidéo, je veux faire que de la vidéo. Et j'ai toujours utilisé la vidéo pour montrer ce que j'aime. Au tout début, c'était les jeux vidéo. Quand on a 10-11 ans, je me rappelle, je faisais des vidéos de jeux vidéo. Puis après, j'ai eu une petite époque où c'était plutôt un peu de football ou des trucs comme ça, vers 15-16 ans. Et un peu plus tard, dès que je me suis intéressé foncièrement à la nature, j'ai voulu utiliser la vidéo pour parler de nature. Et donc voilà, j'utilise ce canal qui est la vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un outil de transmission majeur, et aussi parce que j'ai été beaucoup touché quand j'étais jeune par les documentaires animaliers que je voyais, les documentaires nature que je voyais. Moi, c'est vrai que quand j'avais 18-19 ans, j'ai découvert les documentaires par exemple de Yann Arthus Bertrand sur Home, Planète Océan, Terra, les films de Jacques Perrin aussi, Océan, etc. Et ces films m'ont touché viscéralement, et j'ai voulu faire un petit peu pareil. Et comment vous avez appris alors, sans formation, à vous servir de cet outil qui est la vidéo et la photo? Quand j'avais 10-11 ans, j'ai commencé à télécharger un premier logiciel qui s'appelait, je me rappelle, Sony Vegas, où j'ai appris à faire du montage dessus. Puis donc j'ai appris déjà le montage très tôt. Puis après même, j'utilisais d'autres logiciels, After Effects, etc. Vers mes 18 ans, je me suis acheté un petit appareil photo, un petit Nikon D5100, un truc comme ça. Non, D3000, je sais plus. Et j'ai appris la vidéo, tout seul. Mais honnêtement, c'est la passion qui a guidé. Et j'apprenais, et justement, je me suis beaucoup utilisé Internet pour apprendre à faire de la vidéo. Mais ça pour le coup, je l'ai appris un peu tout seul. Pourquoi avoir choisi d'utiliser la vidéo et la photo? Généralement, c'est soit l'un ou l'autre. Pourquoi avoir choisi d'allier les deux? Alors pour moi, déjà, la photo et la vidéo, c'est pas du tout la même chose. La vidéo, c'est quelque chose qui artistiquement est, on va dire, un tout petit peu plus simple, dans le sens où pour toucher quelqu'un, on va avoir de l'image souvent en mouvement, on va avoir de la voix off, on va avoir du son, de la musique. Et donc, pour transmettre un message, c'est un peu plus simple. La photo, c'est quand même beaucoup plus complexe, parce qu'en une seule image, en un seul cliché, il faut réussir à toucher quelqu'un, transmettre un message. Et j'aime bien en fait ces deux types d'art. Alors c'est vrai que moi j'utilise les deux pour des objectifs différents. La vidéo, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, que j'utiliserai toujours. La photo, j'ai l'impression que c'est par épisode. Ça veut dire quand j'ai vraiment envie, quand j'ai un sujet qui me touche viscéralement et que je me dis que ça peut faire un objet photographique, une exposition ou un livre par exemple, et là je m'engage vraiment dans ce travail. Mais c'est un travail beaucoup plus personnel, la photo. Par exemple, j'ai pas du tout l'envie ni l'intention de vivre complètement de la photo. C'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est la vidéo, et la photo, c'est l'expression de ma passion. C'est vraiment, j'essaye de transmettre des images avec la photo, mais j'ai pas réellement d'objectif professionnel. Mon métier, c'est cinéaste, et par moment, par exemple, comme ce que j'ai fait sur les Nars, c'est des milieux qui m'ont beaucoup touché, où il y avait un vrai enjeu de protection. Et je me suis dit, pour créer quelque chose qui va durer sur le long terme, j'en fais un livre.
Voilà. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, la photo, tandis que la vidéo, c'est quelque chose voilà, de plus professionnel. Bon, c'est aussi ma passion, mais c'est plus professionnel. Voilà. Et comment votre bagage justement d'ingénieur en écologie sert aujourd'hui ces deux pratiques et influence ces deux pratiques? Alors déjà, je pense que ça me permet de beaucoup mieux appréhender comment fonctionnent les écosystèmes, de comprendre comment fonctionne le vivant de manière générale. Je peux aller dans différents écosystèmes, que ce soit en France ou ailleurs, et toujours avoir les bases de compréhension pour comprendre comment ça marche. Ça, déjà, c'est quelque chose de primordial, d'avoir une très bonne grille de lecture de ce qu'on voit. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Parce que j'avais peur de passer pour un charlot, entre guillemets, à, par exemple, juste faire des études de cinéma et arriver et parler de nature et en fait n'avoir presque aucune base pour l'exprimer avec justesse. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait ces études et aussi je pense que ça me permet d'avoir un lien beaucoup plus proche avec le monde scientifique. Avec le monde scientifique, avec le monde professionnel, les personnes qui travaillent dans les réserves naturelles, dans les parcs naturels, etc. J'ai un dialogue beaucoup plus fluide avec ces personnes-là parce que j'ai fait les mêmes études qu'eux, on parle le même langage et c'est vrai que pour parler d'espèces en danger, pour parler de plan national d'action pour protéger telle ou telle espèce, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Pour parler aussi avec des chercheurs, c'est beaucoup plus fluide. Et ça me permet de très bien échanger avec le monde des naturalistes, des écologues, des scientifiques, etc. Est-ce que ce bagage écologique influence en permanence votre travail ou il y a des moments quand même où vous ressentez le besoin de faire des images animalières peut-être uniquement pour la beauté ? Typiquement, quand je fais de la photographie, c'est uniquement pour la beauté. Enfin, quand je fais de la vidéo, je sais pas comment dire, mais quand je fais de la vidéo, je le fais avec une vraie intention, avec un vrai objectif de transmettre un message. Tout est très clair dans ma tête. La photo, c'est presque de l'opportunisme. Je vais dans un endroit et je vois ce que la nature va me donner. Et par exemple, une espèce qui est totalement commune dans les écosystèmes, que ce soit en Île-de-France ou que ce soit en France de manière générale, ou même en Europe de manière générale, qui est le héron cendré, en photo, je trouve qu'il est incroyable cet oiseau. En photo, il est magnifique. J'ai pris une photo un jour de lui avec ses ailes complètement étendues dans la brume au lever du matin, et j'avais adoré le voir à ce moment-là. Donc non, il y a pas toujours l'ingénieur écologue qui prend la photo. Non, c'est juste quelqu'un qui a une sensibilité pour la nature qui prend la photo et le héron cendré. Alors le héron cendré, si je parle du héron cendré aux naturalistes, aux écologues, aux scientifiques, ils vont dire le héron cendré c'est un oiseau commun. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux à parler de cette espèce-là. Et pourtant, moi en photo, j'ai adoré le prendre en photo parce que il montre une beauté simple que peut nous transmettre, que peut nous donner la nature, que nous procure la nature. J'imagine qu'en tant qu'écologue, c'est important pour vous d'aller dans des milieux de photographier, de filmer sans déranger les écosystèmes et les espèces que vous souhaitez observer. Comment est-ce que vous y prenez sur le terrain pour justement respecter cette nature qui vous environne ? Alors ça, c'est primordial. Ça, c'est vraiment primordial. C'est toute la complexité aussi de ce métier. C'est de cette passion, c'est de réussir à approcher les espèces sans les déranger dans leur quotidien. Surtout à des périodes, il y a des périodes clés où alors là il faut absolument pas les déranger, les périodes de reproduction, les périodes aussi de migration importante où les espèces doivent prendre énormément d'énergie avant de repartir, et si on les dérange beaucoup à ces moments-là, c'est vrai que c'est compliqué pour elles. Il y a différentes techniques. Déjà, il y a la technique de l'affût. C'est la technique que j'utilise presque 95% dans ma vie. C'est une technique où on se cache. En affût en photo comme en vidéo ? Oui, complètement. Alors, c'est un peu plus complexe en vidéo parce qu'il y a souvent un peu plus d'équipement. Il faut un trépied solide pour bien filmer. Donc, tout ça demande un peu plus de camouflage. En photo, parfois, on peut juste capturer un moment animalier juste avec son appareil photo à bout de bras.
même si c'est toujours mieux d'avoir un trépied pour pas bouger, etc. Mais oui, que ce soit en photo ou en vidéo, j'ai pris ce réflexe de toujours construire mes petits affûts. Par exemple, je travaille beaucoup aussi dans les milieux, donc dans les zones humides, les marais, les étangs, les lacs, bon, on va dire dans les zones, on va dire peu profondes. Là, j'utilise par exemple la technique de l'affût flottant, qui est une sorte de petite tente avec des flotteurs dans laquelle je m'isole et je passe pour un buisson qui flotte sur l'eau. Alors, il faut pas non plus... ça fonctionne, c'est cool, on se dit qu'on rentre dans le quotidien des espèces, mais par exemple, il y a quand même des espèces qui sont très très apeurées, notamment les espèces qui sont chassées, les anatidés, les canards. Les canards, si on bouge trop avec son affût flottant, même si ça ressemble à une carapace de tortue ou un gros buisson qui flotte sur l'eau, on peut quand même leur faire peur. Parce que les animaux sont très sensibles au mouvement. C'est ce qui capte le mouvement dans un milieu naturel, c'est ce qui va vraiment les interloquer. Et quand on a un gros buisson qui bouge tout le temps sur l'eau, c'est vrai que ça peut leur faire peur. Par exemple, quand je veux photographier des canards, je me mets dans mon affût flottant, mais je bouge pas. Je me mets dans un petit endroit stratégique, j'arrive pleine nuit. Par exemple, pour les narces, j'arrivais à 2h, 3h du matin parce que je savais qu'il fallait que je me déplace à un endroit pour avoir la belle lumière le matin. Donc j'arrive très tôt et je suis prêt à marcher 1 heure dans l'eau très doucement. Il faut marcher aussi sur la pointe des pieds pour créer le moins de vibrations dans l'eau, parce que les oiseaux aussi ils se mettent dans l'eau aussi parce qu'ils vont être sensibles aux vibrations. Une vibration dans l'eau, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'eau, c'est un potentiel danger. Donc il faut vraiment pénétrer l'eau avec la pointe des pieds. Donc tout ça prend un temps monstre. Donc on arrive très tôt, on avance de nuit, on se positionne à un endroit et on bouge plus et on attend que les oiseaux passent devant. Voilà pour la technique de l'affût flottant. Généralement, ça marche assez bien. Ce qu'il faut, c'est quand on rentre, il faut faire un peu la même chose. Il faut rentrer, prendre énormément de temps, très peu bouger. Et il y a plein d'autres techniques. Par exemple, quand je suis sur le littoral atlantique, j'utilise les marées. Donc, les oiseaux, par exemple, les oiseaux qu'on appelle les limicoles, c'est des oiseaux spécialisés sur des milieux vaseux où ils vont avoir un bec spécialisé pour se nourrir de petits invertébrés qu'ils vont retrouver dans la vase. Ces oiseaux-là dépendent du balancement des marées. Et donc quand ils sont à marée haute, ils sont très proches des berges, et quand ils sont à marée basse, ils vont être très très loin. Et donc moi, j'arrive à marée basse quand ils sont très loin, et j'attends que la marée remonte. Et ils vont se rapprocher petit à petit, et moi je vais être complètement camouflé en affût. Comment on fait un affût sur une plage ? Allongé. Okay. Allongé avec une sorte de, soit une petite guilie, ou alors on construit quelque chose, on se met un petit filet par-dessus, mais sur une plage, généralement, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous camoufler, c'est vrai qu'on reste allongé. Mais tant qu'on bouge pas, généralement, ça fonctionne. Généralement, ça fonctionne. Alors, il y a des espèces qui sont plus farouches que d'autres, mais généralement, ça peut fonctionner si on s'y prend bien. Et bon, après, les milieux naturels sont protéiformes. On peut trouver à chaque fois, à chaque endroit, des rochers, construire quelque chose. Si on compte rester plusieurs jours, plusieurs semaines, on peut aussi construire quelque chose. Voilà, ça dépend. Mais il y a toujours moyen de trouver de bons endroits pour bien se camoufler. Et l'avantage des oiseaux, c'est qu'ils ne nous trouvent pas par l'odorat. Ça, c'est aussi un petit avantage. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la loutre. Bon, la loutre, c'est pas des cervidés, c'est pas des loups, c'est des animaux qui vont être sensibles aux odeurs, mais vu que c'est des animaux semi-aquatiques, l'odorat, c'est pas non plus l'élément sur lequel ils vont se complètement se reposer, même si ça peut être un facteur où ils vont nous renifler et bim, ils vont savoir qu'on est là. Mais la loutre, par exemple, là, il faut faire attention. Il faut quand même réfléchir à se mettre à bon vent. Donc, il y a d'autres variables sur lesquelles il faut travailler. Mais les oiseaux, c'est surtout être caché et pas bouger. Le respect de la biodiversité des écosystèmes, c'est ce qui vous a mené à vous intéresser aux narces. On voit votre livre qui est juste ici. Ces zones humides du Massif central qui sont aujourd'hui menacées ? Alors, il
Il y a surtout une narce qui est menacée. Alors de toute façon, de manière générale, les zones humides sont menacées par le changement climatique, toujours de moins en moins d'eau, qui épuise la ressource en eau de ces milieux-là. Alors déjà, pour définir ce que sont les narces ce sont des zones humides qui se sont développées sur la planaise de Saint-Flour. Une planaise, c'est un plateau d'altitude qui s'est formé à la suite de coulées de lave. Et en fait, on est situé proche des monts du Cantal et les narces se sont développées donc sur d'anciennes coulées de lave. Et sur ces coulées de lave, on retrouve d'anciens cratères, d'anciennes dépressions où s'est accumulé de l'eau et ça a formé ces zones humides-là. Alors c'est très complexe dans le sens où il y a eu des épisodes de glaciation, il y a aussi l'homme qui est arrivé, qui aussi a géré ces milieux-là, qui les a drainés ou qui les a justement façonnés à sa manière avec l'activité agricole. Et donc c'est des milieux, c'est des zones humides assez spécifiques d'altitude qui sont pour ma part magnifiques parce que elles ont vraiment une ambiance particulière parce qu'il y a aussi toute la rugosité de ces milieux, de ces espaces-là où on est en altitude, on est à plus de 1000 mètres d'altitude, il fait froid, il y a du vent. Donc c'est pas du tout des zones humides comme on peut retrouver, je sais pas, en Camargue ou le long du littoral atlantique. C'est vraiment des zones humides spécifiques. Et moi, j'ai travaillé sur 3 narces en particulier. La narce de Pierrefitte, la narce de Lascaux et la narce de Nouvial. Et donc, parmi ces 3-là, il y a une zone humide qui est vraiment en danger, qui est la narce de Nouvial, qui est une immense prairie humide qui ramène énormément d'oiseaux lors de la période migratoire, qui a aussi des espèces à enjeu patrimonial fort, notamment le courlis cendré, qui est une espèce vulnérable en France, la pie-grièche grise, pareil, qui est une espèce en danger en France. Et pourquoi elle est plus en danger que les autres narces Alors en fait, elle est en danger parce qu'il y a un projet de carrière sur ce milieu-là, un projet où on veut extraire, une société veut extraire de la diatomite. La diatomite qui est un minerai issu de la fossilisation de la diatomée. La diatomée, c'est une petite algue composée de silice et lorsqu'elle se minéralise, ça devient de la diatomite et la diatomite c'est beaucoup utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour filtrer des liquides, notamment de la bière, de l'huile, du vin, etc. Et donc c'est convoité par cet industriel-là qui veut utiliser la narce de Nouvial pour extraire sa diatomite. Le souci, c'est quand on fait ça, on creuse un trou énorme et donc on détruit cette zone humide-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de continuer à détruire les zones humides. Ça fait, sur le siècle qu'on vient de vivre, on a perdu près de 2/3 des zones humides en France, la moitié dans le monde. Et donc on ne peut plus se permettre d'encore détruire ces milieux-là. Ces milieux-là, ils sont essentiels. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette lutte d'anticipation avec le collectif de la narce de Nouvial qui travaille à la protection de ce milieu-là et aussi à la valorisation. C'est OK, on ne fait pas de projet industriel, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et donc, un projet de valorisation de ce site par de l'écotourisme, etc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet-là en particulier et quel impact vous aimeriez avoir justement sur cette zone humide ? Alors, en fait, ce milieu-là, je ne le connaissais pas avant. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux zones humides et aux oiseaux d'eau. J'avais déjà travaillé sur 2 milieux naturels sur lesquels j'avais fait des documentaires juste avant, que sont la réserve naturelle de Moiseau-l'Héron, où j'avais fait mon tout premier documentaire, donc qui est une réserve proche du littoral atlantique. J'avais aussi fait un documentaire sur les mangroves, donc ces écosystèmes, ces forêts littorales qu'on retrouve dans les milieux plutôt exotiques, plutôt chauds, plutôt tropicaux. Et en fait, un jour, le pays d'art et d'histoire de Saint-Flour m'a contacté pour que je réalise une exposition sur les narces. Ils avaient à cœur de vouloir parler de ces milieux-là au grand public. Et donc, j'ai dit directement oui, hyper intéressé par ce projet. Et donc, à la toute base, j'étais parti pour juste faire 30 jours pour faire une petite exposition. Et j'ai tellement été attaché à ces milieux-là, aux gens aussi que je rencontrais sur place, que j'ai décidé de rester presque 2 ans. Et j'ai voulu... Il y avait aussi un enjeu fort. Il fallait absolument protéger cette zone humide-là. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire un travail rond, j'ai pas juste envie de faire une exposition qui commence à une date et qui termine à une date. Je voulais faire un livre
où je me suis dit, bon, bah, cet objet-là va pouvoir rester dans le temps, vraiment demeurer dans le temps et aussi être utilisé pour vraiment le partager à d'autres, etc. Et donc, je suis resté très longtemps pour faire un livre, voilà, pour y faire un livre. Et le voilà. Vous avez également créé votre chaîne Apprenez-les tous sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors, c'est vrai que moi, je suis vraiment touché par la beauté de la nature, mais j'ai toujours voulu transmettre des informations, apprendre la nature aux autres. Voilà, j'ai grandi en ville et j'ai toujours voulu convaincre mes amis que c'est intéressant, la nature. Donc, j'utilise la beauté, qui peut être un premier levier, mais j'essaye aussi d'utiliser parfois juste des informations qui sont fascinantes. Alors ça, c'est pas forcément Apprenez-les tous, parce qu'Apprenez-les tous, c'est le troisième volet, c'est essayer de faciliter l'apprentissage de l'identification des espèces. Pas tout le monde est motivé pour ouvrir un guide naturaliste lorsqu'on se balade, je sais pas, dans des bois proches de l'Île-de-France pour identifier les espèces. Et surtout que le guide, maintenant, le guide papier, ça devient un objet qui devient presque obsolète ou presque utilisé que par les personnes qui sont vraiment passionnées. Par quoi ça a été remplacé ? Par quoi, pardon ? Par quoi ça a été remplacé, ce livre ? Internet, YouTube, les vidéos, les sites Internet. Par exemple, de moins en moins de personnes, je pense, et surtout de notre âge, de notre génération, achètent des guides lorsqu'on veut partir en voyage. On achète beaucoup moins de guides du routard, ou on va regarder plutôt les vidéos, je sais pas, par exemple, d'un YouTuber sur les 10 plus beaux endroits du Canada ou les 10 plus beaux endroits de l'Autriche pour commencer à faire son itinéraire. Pareil pour du bricolage. Avant, on utilisait peut-être des guides papier pour apprendre à changer une halogène ou réparer un pommeau de douche. Maintenant, on va sur Internet, bim, en 3 minutes, on sait le faire. En fait, et je me suis dit, c'est marrant, mais avec la nature, on n'a pas ça. On n'a pas une chaîne YouTube qui facilite vraiment l'apprentissage de l'identification des espèces. Et donc, je me suis dit ça. C'était un projet que j'avais depuis très longtemps. Hein. Depuis 2019, il me trottait dans la tête. Je voulais absolument faciliter l'apprentissage de l'identification des espèces. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire une chaîne YouTube. Et donc là, on est au 15e épisode. Et donc, à chaque épisode, on apprend à différencier un groupe d'espèces qui se ressemblent, généralement par des critères morphologiques. Et je bosse avec une dessinatrice qui est super talentueuse, qui s'appelle Laurent Palanchon, qui dessine les espèces comme un vrai guide, pour un vrai guide. Et je coécris les épisodes avec Bastien Labbé. Et leur particularité à ces deux personnes-là, c'est que c'est deux écologues, comme moi, de base. Et donc voilà, on a à cœur d'essayer de créer vraiment une sorte de grande encyclopédie en ligne pour faciliter l'apprentissage des espèces pour tout le monde, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les naturalistes. Et des fois, les naturalistes, c'est démotivant, ils n'ont qu'un guide papier, il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, on essaye de faire ça aussi avec Apprenez-les tous. Et dernier truc aussi, je pense, qui est de plus en plus important, le monde de la recherche mobilise de plus en plus les citoyens dans le cadre de la recherche, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, où on demande aux gens d'aller dehors, de compter les oiseaux, de compter les insectes, etc. Et je pense qu'en utilisant des outils en ligne qui facilitent l'apprentissage des espèces, l'apprentissage de l'identification des espèces, ça peut aussi aider les sciences participatives. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce truc-là. Et comment est reçu ce concept par le public ? Pour l'instant, il n'y a pas de bois malheureusement dans cette pièce, mais pour l'instant, ça a l'air de plaire. Les gens trouvent que l'outil est intéressant. Après voilà, j'ai pas énormément de critères d'évaluation, mais j'ai l'impression que ça intéresse. J'ai l'impression que on reçoit souvent des messages de personnes qui nous disent mais c'est trop bien. Ces espèces me parlent. Enfin, la différenciation entre les différents chevaliers, par exemple, les chevaliers qui sont des oiseaux limicoles, me paraissait complètement obscur. Et là, en une vidéo de 6 minutes, bim, je sais comment les différencier, c'est hyper simple. Donc on a pour l'instant de très très bons retours. Est-ce que vous avez l'impression de toucher uniquement le milieu naturaliste ou vous arrivez à aller chercher des personnes qui sont peut-être pas du tout sensibles à ces questions-là ? J'ai l'impression qu'on arrive aussi à toucher des gens qui avaient une curiosité, qui sont pas forcément issus du milieu naturaliste, mais qui avaient une curiosité. Alors,
ces personnes-là, c'est plutôt les épisodes sur les mésanges qui vont les intéresser. Comment différencier les différentes mésanges, plutôt sur une faune de proximité. Sur les chevaliers, c'est vrai qu'on va peut-être plus toucher des naturalistes ou des vrais curieux de nature qui habitent proche du littoral atlantique, qui savent déjà ce qu'est un chevalier. Pas tout le monde qui sait ce qu'est un chevalier. Mais oui, j'ai l'impression que certaines personnes qui vivent à l'extérieur du milieu naturaliste utilisent aussi cet outil-là, ouais. Et ils l'utilisent de quelle façon? Est-ce que vous pensez que ça peut changer aussi les comportements du public au quotidien? De toute façon, j'ai toujours eu. On dit régulièrement, on dit souvent que en connaissant, en apprenant à connaître, on apprend aussi à mieux protéger. Donc j'ai l'impression que déjà, lorsqu'on comprend qu'il n'y a pas qu'une mésange, mais 6 mésanges, qu'on peut retrouver en France, quand on comprend qu'il n'y a pas qu'une espèce de chouette, mais différentes espèces de chouettes, tout ça prend de la valeur. Et en plus, ces personnes-là, en apprenant ça, deviennent les premiers ambassadeurs de ces sujets. Ils vont pouvoir un petit peu, flex en soirée, où ils vont dire, non, mais il n'y a pas qu'une chouette, il y a plusieurs chouettes. Bon, et quand ils vont être sur la plage, ils vont pouvoir dire, non, ça c'est peut-être cette espèce-là. Ils vont pouvoir utiliser vraiment l'information naturaliste pour presque se mettre en valeur eux-mêmes. Et en se mettant en valeur eux-mêmes, ils vont se dire tout ça prend de l'importance, tout ça donne aussi envie de conserver. Ils peuvent aussi comprendre toute l'utilité, que la nature peut procurer à tout le monde, à l'équilibre de la planète et à nous humains. Et donc essayer derrière de préserver. Après, je sais qu'on est aussi dans un monde assez dissonant où des fois on a envie de protéger, mais qu'on met pas en place les actions concrètes pour protéger. Mais j'espère en tout cas qu'en apprenant, ça nous donne envie de mieux conserver. En tout cas, moi, c'est comme ça que... Moi, c'est en apprenant à comprendre le fonctionnement de la nature, en apprenant à comprendre toutes ces subtilités qu'on retrouve dans les milieux naturels, que ça m'a donné envie de m'investir pour la protection de ces milieux-là. Donc j'espère que ça peut générer cette envie chez les autres. Et quand on observe une telle déconnexion pour la nature en Île-de-France, par exemple, comment on est perçu en soirée quand on parle de chouettes et de mésanges, justement ? Comme au début, c'est vrai qu'on paraît un petit peu comme un fou. Moi, c'est vrai que mon environnement proche, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la nature. Mais comme moi, je l'étais quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. C'est vrai qu'on paraît comme un ovni. Arriver en soirée, faire des documentaires sur les oiseaux, etc. C'est vrai que les gens nous prennent un peu pour un ovni. Mais en fait, dès qu'ils se rendent compte qu'on est des personnes normalement constituées, qu'on est comme eux, en fait, c'est là où ils démystifient cette passion. Ils se disent, en fait, aimer les oiseaux, en fait, ça peut être normal. Aimer la nature, ça peut être normal. Et en fait, souvent, les gens, ils disent, j'aime la nature. Et souvent, derrière, ça va, j'aime les chiens, j'aime les chats, j'aime les grands paysages, j'aime la mer, etc. Mais aimer, les différentes espèces de gravelots, le vanneau huppé, aimer le courlis cendré ou le courlis corlieux, aimer vraiment toute cette subtilité, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ça. Mais dès qu'on arrive à montrer que c'est fascinant, qu'on peut montrer que c'est beau, qu'on peut montrer que c'est facile à apprendre, justement avec Apprenez-les tous, les gens, ils se disent, en fait, ça peut être complètement normal d'aimer les oiseaux. Et ça, c'est mon objectif. Moi, mon objectif, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas vraiment intéressés par le piquet-pêche, la piquet-pêche écorcheur, peu importe. Mon objectif, c'est essayer de rendre ces oiseaux fascinants pour eux, que ça les intéresse vraiment. J'ai envie de parler bien sûr aux naturalistes, aux écologues, aux scientifiques, c'est un objectif. Mais si j'arrive à convaincre des fois le grand public, mon environnement proche, parce que je suis un citadin, mon environnement proche de s'intéresser à la nature et pourquoi pas d'être sensibilisé à ce sujet-là, alors là j'ai tout gagné. Et on y arrive même quand on s'intéresse à des espèces dont le grand public n'est pas fan, comme les rats par exemple ?
sur lesquels vous avez travaillé? Ah oui, alors j'ai travaillé sur alors les rats, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est pas un animal qui arrive avec une sorte de peau neuve quand on parle du courlis cendré en soirée, je sais pas. Bon, c'est quand même assez rare que je parle du courlis cendré en soirée, mais ça peut peut-être arriver. Ça peut arriver. Mais si je parle du courlis, enfin avec des gens qui sont pas forcément intéressés. Mais bon, bah, les gens, courlis cendré, bim, ils apprennent ce que c'est que le courlis cendré. Ils n'ont pas d'étiquette. Le courlis cendré, il transmet des maladies, il m'évoque la saleté, etc. Donc c'est vrai que quand on veut essayer de montrer que le rat, ça peut être beau, il évolue dans un milieu dans lequel il n'a pas forcément choisi d'évoluer, et c'est plutôt son milieu dans lequel il évolue qui nous évoque des choses négatives, comme les maladies. C'est vrai que les milieux très insalubres peuvent être source de maladies, peuvent être source et sont aussi nauséabonds, je sais pas, d'un point de vue odorant, d'un point de vue paysager. Et c'est vrai que voir des animaux évoluer dans ces milieux-là, on les associe directement à ces milieux-là. Mais c'est vrai que les rats, moi j'ai été complètement fasciné. Alors pourquoi j'ai travaillé sur les rats dans le cadre du documentaire de Yann Arthus Bertrand, Vivant, où à un moment on s'est dit si on parle des animaux, autant parler de tous les animaux, même les animaux dont on a peur ou qu'on n'aime pas. Et donc, à un moment est venu le sujet du rat. Et donc, avec un ami, on est parti 10 jours dans Paris pour essayer de filmer les rats dans leur écosystème. Alors, les rats, généralement, on les retrouve aussi souvent proches des milieux humides. Ils aiment bien évoluer. C'est pas un mythe si on dit qu'il y a des rats dans les égouts ou si on trouve beaucoup de rats sur les quais. C'est des milieux et c'est des espèces qui évoluent très très bien dans ces milieux-là. Et donc, on a filmé beaucoup de ces espèces là-bas. Et c'est vrai que rentrer dans l'intimité du rat, c'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des espèces qui sont hyper intelligentes. Sont capables d'utiliser tous les recoins, tous les espaces de l'écosystème parisien pour s'adapter. On a vu des rats vivre dans les arbres. Je ne savais pas du tout que les rats étaient capables d'aller faire leur nid dans les arbres. On a vu des rats creuser en dessous des poubelles pour pouvoir aller se nourrir. On a vu des rats utiliser les différentes petites infractuosités du sol parisien pour vivre dedans. On a aussi vu les rats creuser les pots de fleurs pour vivre à l'intérieur des pots de fleurs. Bref, en fait, on s'est rendu compte que le rat, il est incroyable dans sa capacité d'adaptation à vivre dans un écosystème qui, de base, ne veut pas de lui. Et je pense que tout le monde peut être séduit, et je pense que d'ailleurs il y a des gens qui ont même des rats de compagnie, hein. Donc tout le monde peut être un peu séduit par la beauté, par la mignonnerie de cet animal. Voilà, c'est un animal qui peut être mignon. C'est juste que c'est le milieu dans lequel il évolue qu'on n'accepte pas. Bon. On a essayé de vraiment montrer la beauté de cet animal, montrer ses subtilités, pas cacher non plus... tout édulcoré, hein, bien sûr. Il y a des rats qui, par exemple, montent dans les capots de voiture, rongent les câbles. C'est un animal qui a besoin aussi de travailler ses dents, donc il peut aussi ronger des câbles électriques, etc. Donc, bien sûr, que ça peut créer quelques petites nuisances, c'est normal. Mais voilà, c'est des espèces qui sont là, qui seront toujours là. Si on en veut un petit peu moins, il faut surtout gérer mieux nos déchets. Et c'est surtout des espèces qu'on doit remercier parce qu'elles nous aident aussi dans le traitement de nos déchets. Elles consomment énormément de nos déchets en ville. Donc, d'une part, merci aussi d'être là parce que ça, je pense, ça nous fait des économies et ça nous fait aussi moins d'insalubrité en ville. Et je sais, pour la petite anecdote, je sais aussi que les égoutiers, par exemple, de Paris, utilisent aussi les rats quand il y a des inondations. Quand il n'y a plus un rat dans les égouts, généralement pour les égoutiers, c'est un signe qu'il faut quitter les égouts. Et donc voilà, les rats, ils sont là, ils seront toujours là. Et si on a envie un tout petit peu de moins en avoir, surtout d'abord, traitons nos déchets. Et ça sera de cette manière qu'on en aura moins. Mais il faut aussi les accepter. C'est des animaux fascinants. Et s'ils fascinent autant les êtres humains de manière générale, et s'ils fascinent autant les scientifiques, c'est pas pour rien. Écoutez, merci beaucoup Rudy Bueno d'avoir été avec nous pour échanger autour de la photographie et de la vidéo animalière comme outil de sensibilisation. Merci à vous pour cette invitation.